430 détenus dont 40% ont moins de 30 ans à l'heure actuelle à la prison de Nîmes, alors que la maison d'arrêt compte seulement 200 places. Pour faire face à cette surpopulation, l'établissement pénitentiaire installe au sol des matelas dans les cellules. Cette situation dramatique n'est pourtant pas nouvelle. Depuis de nombreuses années, les conditions de détention sont dénoncées notamment par Kadia Aoudia, avocate du barreau de Nîmes, qui en 2020 avait déposé une plainte pénale pour non-assistance à personne en danger contre le Premier ministre et la garde des Sceaux de l'époque. Déjà en 2017, la pénaliste nîmoise était à la tête d'une procédure judiciaire inédite qui visait à une reconnaissance de la responsabilité de l'État face aux conditions inhumaines dans l'une des prisons les plus surpeuplées de France. En attendant l'extension de la prison de Nîmes à l'horizon 2024 et l'ouverture d'une deuxième maison d'arrêt dans la foulée, quelles sont les alternatives possibles à très court terme ? De nombreuses options peu utilisées en réalité par la justice. Pour quelles raisons ? On en débat ce soir dans Bonsoir le Gard. Bonsoir Maître Aoudia. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir dans Bonsoir le Gard pour participer à ce débat sur la prison de Nîmes et les alternatives face à la situation à la prison de Nîmes. Notre invité Frédéric Pastor est resté avec nous pour participer à ce débat. On peut le dire également, Monsieur Pastor, que dans votre vie professionnelle, vous êtes intimement lié à la prison de Nîmes. Oui, tout à fait. J'y travaille, donc c'est mon activité professionnelle. Et puis je suis fonctionnaire de l'administration pénitentiaire depuis 34 ans. Donc c'est un domaine que je connais bien, je crois. Comme on l'a vu dans la vidéo il y a quelques instants, on est face à une situation qui n'évolue pas malheureusement depuis des années à la prison de Nîmes. Les chiffres que nous avons eus, à savoir ceux de plus de 400 aujourd'hui prisonniers au sein de l'hôpital pour 200 places. Et un chiffre moi qui m'a interpellé, c'est 40% aujourd'hui des moins de 30 ans, ont moins de 30 ans, et dans cette prison de Nîmes. C'est quoi les conséquences de tout cela, Maître Aoudia ? Sur le plan humain, désastreux pour ceux qui subissent ces conditions indignes et dégradantes. Sur le plan professionnel, pour l'administration pénitentiaire et tout ce personnel, c'est des conditions de travail désastreuses et aussi inhumaines. Et sur le plan du coût de ces détentions au niveau donc, de la société, c'est énorme. Sur les conséquences donc, pour l'ordre public, c'est catastrophique parce que nous mettons tout en œuvre pour stimuler la réitération des infractions au lieu de se battre et se mobiliser pour redonner cette dignité humaine et permettre une réinsertion socio-professionnelle. Et c'est là où on verra combien les alternatives à la détention sont d'une importance capitale. Monsieur Pastor, donc on le disait, depuis plusieurs décennies, vous travaillez professionnellement au sein des établissements, enfin de cet établissement d'incarcération. Votre point de vue à vous, pourquoi on n'est pas arrivé à faire mieux depuis plusieurs années ? Alors, je vais juste, si vous me le permettez, reprendre, si vous voulez, historiquement un petit peu la situation de ce qui nous concerne, le Gard, et plus particulièrement l'activité de la maison d'arrêt de Nîmes. On a historiquement eu sur la ville, depuis toujours jusqu'en 1991, 2 établissements sur notre cité, qui étaient la vieille maison d'arrêt, qui était face à l'entrée des toreros, aux arènes, à l'ancien palais. Et puis on avait la maison centrale, qui était au fort Vauban. On peut dire qu'en France, le nombre de détenus était assez stagnant. Bon. Ensuite, vous le savez, la maison centrale a été déplacée, elle est partie sur Arles. Et puis, les plans de construction... On peut juste dire un mot, la maison centrale, ça concerne particulièrement les peines très longues. Voilà. Il y a la distinction entre maison d'arrêt centrale ou centre de détention. Pour que les gens qui nous regardent comprennent bien. Concerne la situation de celui qui est détenu. 2 situations possibles. Soit il est détenu dans le cadre d'une détention provisoire, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore été jugé, il est détenu provisoirement et il attend son procès. D'accord. Soit il a été condamné. Lorsqu'on est détenu provisoirement, ce sont les maisons d'arrêt qui accueillent ces personnes-là. Lorsque nous sommes en exécution de peine, ce sont les centrales ou les centres de détention. Juste pour conclure, la difficulté particulière de la maison d'arrêt de Nîmes et de toutes les maisons d'arrêt de France, c'est qu'on accueille non seulement les personnes qui sont détenues provisoirement, mais y compris celles qui exécutent une peine lorsque cette peine est courte. C'est d'ailleurs peut-être l'une des difficultés liées à la surpopulation. Monsieur Pastor, voilà, je vous laisse terminer. Donc, si vous voulez, on a toujours eu 2 établissements pénitentiaires. Et puis, au début des années 90, il y a eu un plan ambitieux qui a été mis en place, qui s'est appelé le plan 13 000. Et qui a vu la construction de 13 000 places en France.
Et il faut dire aussi que notre région, notre situation géographique n'a pas été très bien servie dans ce domaine. Si on regarde très près, on se rend compte que plusieurs établissements ont été construits, notamment en PACA. On a eu Tarascon qui a eu un CD, Arles qui a eu une maison centrale, Salon qui a eu un CD, d'autres établissements un petit peu plus loin, Draguignan. Et on se rend compte qu'en Occitanie, et plus particulièrement dans le Gard, et plus particulièrement à Nîmes, alors bien même qu'on a un établissement, une maison d'arrêt avec un ressort de cour d'appel, donc Maître pourra mieux l'expliquer, avec un flux de détenus beaucoup plus important. Et donc, cette situation, si vous voulez, d'année en année, a fait qu'on s'est retrouvé avec un établissement qui était totalement Il y a eu une saturé. erreur stratégique à ce Mais moment-là. je pense qu'à l'époque, ce qu'il faut retenir, à mon avis, dans un premier temps, c'est l'action de Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes, de vouloir cet établissement pénitentiaire, ce nouvel établissement pénitentiaire sur le territoire nîmois. Une action qui est prolongée effectivement exactement sur la base Ogvia. On va en reparler. Dont les compétences sont des compétences de l'AGLO, et je suis sûr et convaincu que notre collègue Franck Proust s'attellera et travaille déjà sur ce dossier. Nous l'avons eu au téléphone dans la journée. Il participe à des COPIL, c'est important de le dire. Donc les COPIL, c'est des réunions régulières, effectivement, sur ce sujet de la deuxième prison. La difficulté quand même aujourd'hui à laquelle ils sont confrontés, c'est les compensations environnementales sur le terrain qui a été choisi. Et il semblerait qu'on va se retrouver encore avec du retard pris pour la construction de cette maison d'arrêt. Retard, Qui oui déjà et doit non. avoir le jour en 2026. Hein. Oui et non. En fait, la volonté est à la fois donc, du maire, certes, mais surtout de Madame la préfète, c'est de maintenir un centre de détention ici, dans notre région. Oui. Cette ambition n'est pas compromise au moment où nous échangeons. Hein, c'est toujours d'actualité. Effectivement, il y a eu une difficulté, mais les plans donc, ont été revus pour préserver donc, une espèce d'oiseau. Hein. Donc c'est pour des raisons purement environnementales qu'il a fallu bien affûter le Mais est-ce plan. que c'est pas paradoxal quand on a dans le même temps des humains qui sont à plusieurs dans une cellule et où on a des conditions qui sont inhumaines? Oui, alors c'est plus que paradoxal, oui, effectivement. Mais ce n'est pas parce que nous avons et nous sommes confrontés aujourd'hui à des conditions inhumaines et dégradantes dans les détentions au sein de la maison d'arrêt de Nîmes que nécessairement on doit aussi balayer d'un revers de manche la nécessité de préserver certaines espèces. Hein. Oui. Tout à l'heure, vous posiez une question pour poser le débat, si vous permettez. Pardon, M. Pastor, j'aimerais revenir quand même sur des éléments qui me paraissent fondamentaux. Qu'est-ce qui a conduit notre région aujourd'hui à une surpopulation carcérale ? Quels sont les facteurs qui ont déterminé durant donc, ces dernières décennies cette montée en flèche des incarcérations ? Ça est important parce que, vous l'expliquiez, donc, on a effectivement en Occitanie, on a été laissé vraiment de côté, comme si la délinquance ne pouvait pas exister. Je rappelle tout de même que la Cour d'appel de Nîmes, et tout le ressort de la Cour d'appel de Nîmes, c'est Alès, c'est Nîmes, c'est Bagnols, c'est Carpentras, c'est Avignon. Voilà, on est sur une cour qui est importante. On est dans un département où la délinquance atteint des sommets extrêmement importants. Hein. On fait partie donc des départements les plus, malheureusement, criminogènes de France. Ça, plus violents ? Violents, peut-être pas, mais en tout état de cause, il y a effectivement une criminalité qui est réelle et qui est sérieuse. Bien. Le grand souci dans la politique pénale qui a été choisie dans notre région, et même si ça a été dénoncé, tout à l'heure vous parliez, il y a un siècle s'est écoulé et on retrouve les mêmes difficultés concernant la tauromachie, eh bien je dirais que des Misérables de Victor Hugo du XVIIIe siècle à aujourd'hui, on retrouve le même état d'esprit. Dans l'état d'esprit de nombreux magistrats, la politique pénale répressive qui est demandée, qui est demandée par nos concitoyens. Ça serait quoi les solutions pour essayer de... Alors, s'il y en a. Premier constat, c'est que la politique pénale extrêmement répressive, on arrive quasi à une tolérance zéro. Alors on dit que les magistrats ne sont pas suffisamment répressifs, c'est inexact. Et certainement pas dans notre région. Et donc pour vous, c'est dépassé un peu? Alors, il y a la difficulté de tolérance zéro, on commet une infraction, 2, 3, au bout de la troisième, c'est la case,
prison. Et cette infraction, ça peut être des délits routiers. Vous avez conduit en état d'ivresse une fois, vous avez conduit en état d'ivresse 2 fois, vous avez Y conduit compris 30 pour ans. des peines de moins d'un an, parce qu'on on a cru comprendre Oui. quand même que sur les peines Non. de moins d'un an, il y avait systématiquement un aménagement, Ouais, avec bracelet électronique, etc. Pas nécessairement. Si vous arrivez et que vous êtes dans le cadre d'une procédure en comparution immédiate, vous allez avoir votre mandat de dépôt à l'audience, vous allez être condamné par exemple à 8 mois d'emprisonnement, mandat de dépôt à l'audience. Hein. Donc il ne faut pas déjà voir le profil de celui qui est condamné ou de celui qui est présumé innocent parce qu'il n'est pas encore condamné, comme on peut le voir à travers les médias régulièrement, en stigmatisant un profil jeune, plutôt typé, issu de l'immigration. Bon, oui, effectivement, il y a cela. Pour des raisons qu'on peut expliquer, il n'y a pas de difficulté là-dessus, mais votre émission ne serait pas suffisamment longue. Cette politique pénale, elle n'avait qu'un seul objectif, celui d'éviter la récidive. C'est-à-dire, vous commettez des fautes, vous allez être sévèrement punis, de façon à ce que ceux qui vont être informés de cette sanction exemplaire puissent se remettre en question avant d'envisager de transgresser la règle Et sociale. est-ce que ça a marché Mais ou pas? ça n'a pas fonctionné. La preuve en est. Et ça a créé C'est de la que surpopulation. Ça a créé de la surpopulation. Ça correspond à combien de détenus? Par exemple, il y en a 400 sur le Nîmes. Ce que vous dites, Alors, les peines qui pourraient être aménagées, Aménagées par rapport au ou les bracelet. alternatives. Les alternatives. C'est 50, c'est 100, c'est 150 détenus, c'est combien? Je ne vais pas donner de chiffres exacts. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont évolutifs. D'accord. Ils sont évolutifs, donc au moment où je prends la parole, je ne serai pas en mesure de vous dire concrètement on est sur ce stade-là. Mais en moyenne, mais c'est véritablement une moyenne, plus de la moitié sont en détention provisoire. Et sur cette population-là, nombreux d'entre eux n'ont rien à faire en détention. Pourquoi? Parce que nombre d'entre eux ne présentent pas une dangerosité criminologique, mais une dangerosité psychiatrique. Mais Maître Aoudja, on a vu les commentaires cet après-midi quand on a mis le débat en ligne auprès de nos lecteurs. Ce qui revient le plus, il y a effectivement le droit, et vous avez raison de le dire, il y a probablement des personnes qui n'ont rien à faire en prison, mais il y a une question de morale, une question d'exemplarité par rapport à une peine. Quand on faute, il y a une peine. Est-ce qu'aujourd'hui, si quelqu'un qui faute se retrouve dès le lendemain dans la rue libre, est-ce que ça ne pose pas des problèmes? Alors, quand il y a une faute qui a été commise, elle doit être sanctionnée. Question, est-ce que la seule sanction du code pénal est la prison? Réponse, non. La privation de liberté n'est pas l'unique sanction. Il y a une palette de sanctions, notamment le placement sous surveillance électronique, notamment le travail d'intérêt général. C'est un peu ce qui est revenu, Madame Aoudia. Tout à l'heure, nous nous sommes baladés dans les rues de Nîmes. Nous avons demandé aux commerçants et à d'autres personnalités de Nîmes ce qu'ils pensaient justement de cette On a un question. témoignage, je crois, Sacha. On a un C'est ça qu'on va témoignage, découvrir. oui, et beaucoup, reprenaient cet argument de travaux d'intérêt général. Je sais que c'est un petit peu ce qui se passe aussi aux États-Unis, il me semble. On Oui. va regarder peut-être la vidéo juste va avant regarder, de vous oui, faire la intervenir. Je pense que c'est un problème à la fois pour les détenus mais également pour leurs surveillants. En alternative, en réflexion à voix haute, je pense que des travaux d'intérêt généraux avec peut-être un suivi à domicile pour les peines les moins lourdes et également la construction d'une prison bien sûr plus grande de façon à répondre à cette surcharge cancérale. Monsieur Pastor. Est-ce que vous pensez que c'est par exemple, Monsieur Pastor ou Madame Aoudia, est-ce que c'est une solution ce que dit ce commerçant donc dans cette vidéo qui a été réalisée tout à l'heure? Juste, je finis juste sur la discussion que nous avions avec la précédente question, juste pour vous dire que tous les dossiers structurants, dès l'instant où on construit un dossier structurant important, bien évidemment, la thématique écologique se pose et la complexité se pose. Oui, mais est-ce qu'on n'est pas dans une absurdité aujourd'hui? Parce Mais qu'on totalement, va se retrouver, mais totalement, Franck Proust, le président mais de Nitropole, totalement, le disait déjà, mais on risque de se retrouver à un moment donné dans le Gard avec l'impossibilité de construire quoi Mais que ce soit. rappelez-vous la outarde canepetière, Oui. et puis demain c'est le moustique, je sais pas trop quoi, et puis après, et on n'en finit plus. Et puis là, il y a on une en plus urgence. sur le territoire du Gard des vraies problématiques liées aux inondations. Il y a le PPRI, et puis il y a une urgence là actuellement, c'est la construction de cet nouvel établissement qui, je pense, sera un CP, donc qui regroupera différents types de détenus, et ça c'est, j'ai envie de dire, l'urgence absolue. Et sur les alternatives, qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Pastor? Écoutez, moi j'ai une vision très globale de la chose. Exprimez-la ce soir. Depuis- Dites-nous quelle est depuis votre vision, 34 ans. et après on J'ai terminera envie avec de Maître reprendre Aoudja. tout simplement la parole de Maître Aoudja qui dit, lorsque vous avez dit il y a 100 ans, c'est une boucle incessante.
en fait, le problème. Le problème, vous savez, on se retrouve devant deux sujets. Moi, j'ai pas de... Où on se dit, bon, il faut construire des places, il faut construire des places. Oui, il faut construire des places parce qu'on a bien évidemment... on est en deçà de la capacité qu'on devrait avoir pour recevoir des gens dans des conditions décentes et de dignité. Mais justement, par rapport à ça, vous qui les voyez au quotidien, c'est quoi? Ça veut dire qu'on a, par exemple, dans des petites cellules, 3, 4, 5 personnes? Oui, mais comme dans tous les établissements. Mais on a cette vision en France que n'ont pas certains pays européens. Je vous donne le cas, par exemple, en Espagne, ils achètent un terrain et puis ils agrandissent au fur et à mesure, mais ils ont déjà le foncier. Ils ont déjà la réserve foncière. D'autres pays ont choisi cette option-là, c'est-à-dire d'avoir la réserve foncière et, comme dire vulgairement, pousser les murs et ensuite s'agrandir. Mais est-ce que la solution, c'est de pousser les murs? Je crois qu'à un moment donné, comme le disait Maître Aoudja, il n'y a pas d'autre solution? C'est la question que je vous pose, Monsieur Pasteur. Oui, je pense... Vous pensez que le tout carcéral répond à toutes les questions? Non, je pense tout simplement qu'il y a une question qu'on n'a jamais posée en France, c'est donner la vraie définition de ce qu'est la peine. Qu'est-ce qu'on veut faire avec les personnes qui sont condamnées et donner réellement la peine, l'exécution d'une sanction, c'est quoi? Cette question n'a jamais été posée. Moi, je me la pose moi-même en étant professionnel dans ce sujet depuis de nombreuses années, c'est définir qu'est-ce que c'est que la peine. Mais la peine, Maître si on Aoudja. regarde étymologiquement le mot peine, poena, c'était infliger la souffrance. Ça, c'est la définition. On a conservé encore aujourd'hui cette idée d'infliger une souffrance. Or, la sanction, c'est pas infliger la souffrance. C'est pas un dérivé de la loi du talion. Les deux, il faut les deux. Il faut à la fois que la personne qui a transgressé prenne conscience de cette transgression et des conséquences de cette transgression. Et il faut aussi que la société n'écarte pas ses concitoyens parce qu'à un instant T de leur vie, ils ont transgressé. En réalité, la récidive légale, elle n'est pas si importante que cela si on prend en termes de pourcentage. Il faut permettre à tout citoyen qui a transgressé de pouvoir se réinsérer socialement et professionnellement, encore une fois, quand cela est possible. Il y a un élément qui doit être aussi pris en considération et que les justiciables et les concitoyens ignorent, c'est le coût d'un détenu. Le coût d'un détenu, je parle sous votre contrôle, c'est de 500 €, c'est cela? Oui, le JDD est variable selon... Mais 500 par jour? 500 €? Oui, 500 € par jour. Le coût d'un bracelet électronique, nous sommes à une trentaine d'euros, je crois, sauf erreur de ma part. Bon, je parle de moyens. Quand on sait que le budget affecté à la justice, pour moitié, est attribué à l'administration pénitentiaire, et que malgré ce, non seulement nous ne remplissons pas les conditions imposées par l'article 3 de la CEDH sur les conditions humaines et les conditions qui ne doivent pas être dégradantes, nous avons été condamnés en janvier 2020 par la Cour européenne des droits de l'homme parce que nous ne respections pas ces points fondamentaux, alors qu'il y a un peu plus de 300 ans, nous en étions les précurseurs des droits de l'homme, du respect de la dignité humaine. Aujourd'hui, nous n'avons plus de cocorico lorsque ça concerne nos détenus. Donc, 50% du budget, dans les conditions que nous connaissons, c'est énorme, parce que c'est 50% du budget que nous enlevons au ministre de la Justice. C'est aussi ce que nous enlevons au niveau des fonctionnaires de police et au niveau de la gendarmerie pour la sécurité de nos concitoyens. Et ça, c'était important aussi de le rappeler.